Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Deux générations de citoyens français d'origine arménienne livrent à bâton rompu une discussion sur des sujets d'intérêt commun. Ils ont confronté leurs désaccords et interrogations sur l'Arménie, la France et le processus d'intégration, sur la langue et la transmission, le dialogue arméno-turc, les Juifs et les Arméniens, et nous proposons enfin des options pour l'avenir de la diaspora arménienne. Ces deux citoyens curieux et soucieux sont Serge Avedikian, comédien et réalisateur, et Dikran Yekavian, journaliste, qui viennent de publier Diasporalogue aux éditions Thaddée. Diasporalogue, c'est le titre de ce livre qui résume des heures de discussion. Serge Avedikian, Dikran Yekavian, bonjour. Bonjour. Ravi d'ouvrir cette discussion. Vous l'avez voulu sans tabou. Vous avez souhaité ouvrir le débat et vous dites parfois même dans le livre: nous, les Arméniens, on ne sait pas trop discuter. Dès qu'on n'est pas d'accord, on se fâche, on se parle plus. Je commence avec cette question centrale par rapport au débat qui doit s'instaurer. Serge Avedikian, pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas de vrai débat, ou en tout cas débat apaisé entre nous? C'est simple, c'est une constatation. Je constate que il y a des chapelles, comme dans toute communauté d'ailleurs, c'est tout à fait normal comme processus au départ, mais que ces chapelles sont un peu recroquevillées sur elles-mêmes, que les passerelles sont pas si évidentes, notamment pour les jeunes générations. J'ai l'impression qu'ils savent pas très bien quel chemin emprunter dans le dialogue qui leur est proposé. Je veux dire, par rapport aux institutions classiques de base de la diaspora arménienne, en France en particulier, dont on connaît les partis politiques, on connaît un certain nombre d'associations et tout ça. Et la société civile oscille entre tout ça. Et j'ai l'impression que les gens qui sont des francs-tireurs, c'est-à-dire des gens qui ne pourraient pas faire partie ou d'un parti, ou d'une association, ou d'un groupe de gens, auraient du mal à se positionner. J'ai l'impression que notre dialogue avec Tigran a été justement de cet ordre, c'est de se dire que nous, on n'a pas vraiment d'obédience, on n'appartient pas à des courants X ou Y, et on va se parler justement sans tabou et sans se ménager l'un l'autre, mais en essayant de maintenir un dialogue. Alors justement, il y a un défi derrière tout ça, Dikran Yekavian, sortir un livre, discuter entre vous ou entre nous. On peut toujours le faire, mais sortir un livre, c'est qu'il y a une intention. Quelle est cette intention? Elle part d'un constat déjà, le constat que nous sommes à la croisée des chemins, que la diaspora arménienne ne se projette pas dans l'avenir, n'a pas de vision et vit un moment de crise structurelle. De crise structurelle du fait de l'assimilation et de la rupture du lien, de la transmission qui ne se fait plus, ou du logiciel qui est rouillé, malgré les efforts louables de plein d'associations et de professionnels qui sont investis dans cette transmission. Et donc, moi, ce qui m'intéressait dans la démarche de Serge Avedikian, que je connais depuis petit garçon, moi je l'ai connu quand j'étais petit garçon à Lisbonne, à la cinémathèque de Lisbonne. Oui, bon, après j'ai l'âge de son fils, hein, sans être indiscret. C'était que l'atout de Serge. C'est l'intérêt de ce débat. C'est l'intérêt, oui. Entre deux générations, justement, deux visions. On l'a appelé dialogue intergénérationnel. Moi, c'est un mot un peu machin, mais c'est vrai. Oui. Tigran a exactement l'âge de mon fils qui s'appelle Tigran aussi, mon fils cadet, l'aîné étant Ovnatan, et donc c'est symbolique ça, hein. Mais malgré tout, c'est vrai que j'ai connu Tigran, comme il dit, petit. Et je connais aussi son père, et qu'on s'est rencontrés justement là où il vivait à l'époque, à Lisbonne. Alors justement, je le laisse parler. Il a pas fini. L'idée, oui, était juste de rendre compte qu'à partir de nos vécus, nous avons les moyens de transmettre aux jeunes générations, en fait, une conscience et les inviter à se poser des vraies questions sur, en fait, la richesse de leur réel.
Et pour revenir en fait à la question que vous avez posée à Serge, moi ce qui m'intéressait aussi c'est de débattre de façon apaisée des sujets assez tabous compte tenu de la forte charge émotionnelle de ces sujets. D'où l'intérêt de prendre le temps, le recul de ce livre. Tout est émotionnel chez les Arméniens. Oui, mais pas que chez les Arméniens. Moi, je pense que tous les peuples dispersés qui ont été obligés de se reconstruire sur un territoire inconnu ou méconnu passent par une sorte de dichotomie intérieure qui est celle de l'intégration ou d'une forme d'assimilation, mais aussi d'un terrain émotionnel très très fort concernant leur enfance, leur mémoire, leur famille, la langue. Justement, tous les deux, vous commencez votre discussion en racontant les parcours familiaux. Pour vous, Serge, c'est l'Arménie. Enfin, c'est Marseille, départ vers l'Arménie. Vos parents, vous êtes nés en Arménie, vous grandissez là-bas et vous... Soviétique, n'oubliez pas le mot soviétique. Ah, très important. Très oui. important. Voilà. Oui, oui. Et toutes les déceptions, toutes les souffrances sur place. Et vous êtes finalement là-bas le Arpar, l'Arménien de l'étranger, d'ailleurs. Et quand vous arrivez en France, vous êtes l'Arménien de l'Arménie soviétique. Alors, oui. 2 mots sur le regard que les gens d'Arménie et vous-même personnellement portiez. Qu'est-ce que c'était la France pour vous ? C'est vrai qu'on a tenu avec Tigran à parler de là où nous pouvons parler, c'est-à-dire de là où nous sommes, nous avons été, c'est-à-dire quelle est notre mémoire et quelle était la vision qu'on avait de la France, puisque lui aussi il est né en France, mais il n'y a pas vécu jusqu'à la fin de l'adolescence, donc c'était pour nous, enfin en tout cas de façon différente, un pays qui était l'espoir. L'espoir de vivre plus librement, l'espoir de s'accomplir, l'espoir de parler une langue qu'on nous avait appris et qu'on aimait, une culture qu'on se devait et qu'on pouvait assimiler d'une certaine façon, mais en ignorant toutes les questions qui plus tard se poseront, c'est-à-dire justement la transmission. C'est là où on en vient aussi dans le livre à un moment donné, on pose d'abord de là où on parle, quelle est notre histoire, notre enfance, notre rapport à la France. Et qui est d'ailleurs l'histoire de beaucoup de gens. Justement. Pas une histoire exceptionnelle. Non, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est personnel, mais il n'y a rien d'exceptionnel. C'est représentatif. Oui. On avait envie de nous déshabiller d'une certaine façon, d'abord, pour que les gens se disent, ils se mettent à table, on sait qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont vécu familialement, et d'où est-ce qu'ils parlent. Après, on parle de façon plus concrète, justement, des questions que ça soulève, d'avoir été de là ou de là, d'avoir ce rapport-là à la France, d'avoir aussi ce rapport-là à l'Arménie. Par exemple, à un moment donné, Tigran, dans le livre, me dit « Mais tu es dur avec les tiens ». En parlant de ce que je dis, moi, de l'Arménie de l'époque, et même de l'Arménie d'aujourd'hui. Et moi, je considère que je suis pas dur, je dis juste que je suis intérieur. C'est-à-dire que je parle un peu de l'intérieur, de ce que je sais de l'intérieur. Pour moi, l'Arménie, c'est pas une image d'Épinal, c'est un lieu de naissance, c'est tous les dessous des cartes, si je puis dire. Et donc, je peux en parler de façon un peu sans masque, quoi. Contrairement à un Arménien de France qui est né en France et qui est allé en Arménie que plus tard, en touriste, et ainsi de suite, qui connaît qu'une parcelle. Ce que j'ai trouvé assez formidable dans l'histoire de Tigran Egavian, c'est l'histoire familiale. Donc, votre père est parti de Syrie, d'Alep, il y a très 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 longtemps. Il arrive en France, il travaille en France. Ensuite, c'est le Portugal, parce qu'il était chargé de l'Institut de la Fondation Gulbenkian. Et puis c'est la raison pour laquelle, moi je résume rapidement pour arriver à l'essentiel, vous avez vécu au Portugal, vous avez parlé pas l'arménien, malgré le père que vous aviez, donc français et portugais. Oui. Et qu'est-ce qui fait que, et c'est un chapitre très intéressant en ce qui vous concerne, et vous êtes une denrée rare en ce sens-là, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu, parce que vous parlez merveilleusement bien aujourd'hui l'arménien, qu'est-ce qui a fait que ce déclic s'est créé en vous, a été... C'est une prise de conscience. On a été ballottés très jeunes dans les pays du Moyen-Orient. On allait régulièrement en Syrie, au Liban, en Turquie. Et le fait d'être confronté à un terreau, des communautés où l'arménien était une langue parlée et vivante, et pas une langue standardisée qu'on découvre dans des manuels scolaires, a eu un impact direct sur ma façon de me penser. En fait, avant, je me pensais surtout comme français d'origine arménienne résidant au Portugal, et puis le fait d'être ballotté dans ces pays-là a eu un impact dans ma façon de me repenser, c'est-à-dire me penser en diaspora. Et cette diaspora, j'ai appris à l'aimer, à y vivre,
à l'habiter poétiquement, à l'habiter journalistiquement, puisque en fait le fait qu'on soit à Lisbonne, on était comme une sorte dans un centre d'observation, un poste d'observation. Nous recevions les nouvelles de cette diaspora via la presse écrite. On recevait beaucoup de journaux et c'est comme ça que j'ai appris à lire très jeune des l'arménien, Harach. Moi, à mon école, c'était Harach. À l'époque, je déchiffrais les brèves de Harach parce que je m'intéressais déjà à l'actualité. Et puis, c'est donc mon école, elle s'est faite comme ça. Alors, Serge Avedikian, vous dites quelque chose que j'ai déjà entendu par ailleurs et qui est quand même assez formidable. Nous sommes 4 générations d'hommes, mais chacun est né dans un pays différent. Oui, c'est pas original. Dans ma famille, c'est le cas. Parce que mon grand-père est né à Soleuse, près de Boursa. Mon père est né en Bulgarie, il a vécu à Marseille. Moi, je suis né à Yerevan, et mes enfants sont nés à Paris. Donc, voilà, c'est les voyages gratuits qui ont été proposés, là, le circuit touristique des Arméniens de l'époque. Et on arrive à l'histoire, à la question la plus importante, très difficile probablement à définir, l'identité. Pour vous, avec tous ces différents parcours, qu'est-ce qui fait l'identité arménienne? Est-ce que c'est définissable? L'enjeu de ce dialogue, justement, il part d'un constat. Serge Avedikian fait partie de ces rares artistes arméniens de France ou français d'origine arménienne à intégrer les 2 logiciels. Et quand je veux dire ça, c'est très très explicite. Serge est parfaitement intégré dans la vie culturelle française, franco-française de France. Et parallèlement, il travaille en Arménie avec beaucoup d'aisance. Ses films, d'ailleurs, on ressent bien dans ses films qu'il a un regard intérieur. Il a un regard d'Arménie et pas un regard de France dans la façon de travailler. Et je trouve que c'est un échantillon précieux. Et c'est une façon aussi de mettre en valeur la dualité identitaire comme moyen de ne pas s'assimiler tout en étant parfaitement intégré. Et je pense que cette expérience-là, ce vécu-là, est une chance, un atout, mais aussi une responsabilité. Nous avons tous les 2 une responsabilité, parce que nous avons reçu une transmission, et à partir de là, à partir de cet héritage, cette richesse, il y a deux objectifs. Le premier, c'est déjà de valoriser l'expérience diasporique. La diaspora n'est pas un accident catastrophique. La diaspora est aussi une chance. Et c'est ce que disait d'ailleurs l'écrivain Valéo Chagan, enfin ce qu'il essayait de dire dans les années 70-80 dans ses écrits. Et à partir de là, nous voulons que les jeunes qui ne connaissent pas tout cet héritage-là aient conscience de cette chance pour pouvoir se poser des vraies questions en termes de pérennité, de projection. Et là naît la question, ou la dualité probablement, entre identité arménienne et citoyenneté. Absolument. Dikran a dit, et c'est vrai, on vous reconnaît comme un acteur, un réalisateur franco-français. Dans votre métier, vous n'êtes pas l'arménien du service. D'ailleurs, vous étiez très fâché de la question que je vous ai posée. Bonne mémoire. Oui. Est-ce que vous voulez être le réalisateur représentant des Arméniens, tout ça? Oui. Donc, pour moi, c'était normal sur IPFM que je vous pose cette question. En plus, j'avais perdu mes notes, donc j'ai insisté sur la question. Les mea culpa sont toujours bienvenus. En attendant que je retrouve mes notes. Donc, d'où la répétition. Mais ça vous a agacé. Avec Patrick Chenet. Ça m'a pas agacé, non. Je voulais juste dire. C'est anecdotique. Oui, bien sûr, parce que le livre, Tigran a raison, le livre, en fait, c'est un livre très positif qu'on a fait, je le sais maintenant avec un peu de recul. Quand je dis positif, c'est qu'on n'est pas là pour casser du sucre sur personne, d'une certaine façon, mais aussi de dénoncer certains tabous qui nous ont empêchés d'avancer dans notre esprit, mais c'est de mettre en avant surtout le fait que le côté morcelé, fragmenté de nos vies à tous, peut avoir du bon lorsqu'on accepte cette diversité-là, lorsqu'on considère qu'on n'a pas qu'une seule identité, mais au moins 2, 3 ou 4. C'est-à-dire qu'on est multicarte, multiconfessionnel, multiculturel, tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que notre expérience oblige qu'on soit ça. Parce que Tigran parle 4 ou 5 langues, moi j'en parle 3, on connaît les cultures. Si quelqu'un qui arrive en France à l'âge de 15 ans, ou même avant, ou même un peu après, et qu'il peut intégrer la culture française, qui peut intégrer Balzac, Stendhal, Zola, Rimbaud, Baudelaire et les autres, il peut aussi à un moment donné se dire que si moi je connais à travers d'autres langues, d'autres merveilles de la littérature et de la culture en général, je me dois de le communiquer aux autres. C'est pas dans un seul sens que ça marche. En ça, le livre s'adresse vraiment à une forme décomplexée de l'intégration culturelle dans une diaspora. De dire qu'une diaspora, ça, c'est fort. C'est quelque chose de fort.
Alors c'est un livre qui est écrit pour l'avenir, mais dans le passé c'était pas si facile d'être arménien, de garder son identité, de l'assumer, de l'afficher, et d'être un bon citoyen français dans l'esprit des Arméniens, j'entends. Oui, mais pas seulement. J'en parle dans le livre. Je dis que tous les acteurs et réalisateurs d'une certaine génération, on les connaît. Les Verneuil, les Grégoire Aslan, les Alice Sapritch, même Aznavour et tout ça, ont changé leur nom. Ils étaient obligés, leur génération, c'était presque contractuel de se dire qu'il n'était pas question de parler de nos origines ou même de le mettre en avant, comme les religions, si vous voulez. C'était l'intégration. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On en est au fait qu'on peut être duel, comme on dit. C'est un mot qui est particulier, mais on peut être au moins duel, c'est-à-dire être à la fois un citoyen français totalement intégré et même s'occuper. On donne l'exemple d'Alain Finkielkraut, par exemple, en tant que essayiste, philosophe, académicien et journaliste, puisque en fait il est tout ça. Il a une émission sur France Culture qui s'appelle Réplique, les samedis matins, en ce moment même, où c'est déjà passé. Non, il faut pas faire ça propagande. Et il intervient sur la radio communautaire juive avec Elisabeth Lévy dans le cadre de l'émission L'Esprit de l'escalier. Voilà. Et les Arméniens n'ont pas encore vraiment intégré ça. C'est de se dire qu'on peut avoir tout simplement non seulement le droit, mais l'audace d'être là et là, parce qu'on est là et là dans nos vies. C'est ça qu'on pense par rapport aux jeunes à venir. C'est l'enjeu de la diaspora de demain. Alors là, pour développer et pour accompagner vos réflexions, ou pour que vous accompagniez la réflexion aussi d'autres gens qui sont aussi soucieux que vous par rapport à l'avenir de la diaspora et son développement, les institutions ont un rôle très important à jouer, dont la presse. Declan est journaliste, il travaille aussi pour France-Arménie. Quel est le rôle des médias, dont IPFM, pour cette transformation? Vous parlez de création, il faut réinventer l'homme arménien du XXIe siècle. Comment accompagner ce travail au niveau des médias? Moi, j'ai un regard assez inquiet sur les médias arméniens de la diaspora, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore intégré le logiciel du XXIe siècle en termes de modernisation déjà premier des plateformes, etc. Donc on accuse un retard. Et contrairement à l'Arménie, qui elle est complètement décomplexée et a des supports vraiment dignes de ce nom, et je pense que le défi, compte tenu de la fragilité des écoles, est d'intégrer toute la dimension didactique. C'est-à-dire les médias doivent accompagner aussi l'émancipation des jeunes, des plus jeunes. Donc il faut repenser les médias de façon synergique avec tous les acteurs en fait concernés, non seulement les journalistes, mais aussi les acteurs de la pédagogie, les pédagogues, pour qu'on puisse créer des contenus qui restent. Vous voyez. Et je crois qu'on est encore très très loin du compte, malgré le fait qu'il y ait des initiatives qui soient éparpillées. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est la dynamique transnationale. On se réalise pas qu'on est comme un réseau de journaux, de radios, peut-être de télévision aussi aux États-Unis, en moindre mesure en Argentine, en France, et pratiquement personne ne communique entre eux. Il y a très peu de contacts. Et moi, j'ai eu la chance de voyager. Dans notre cas, je peux dire que au niveau des radios arméniennes de France, de Lyon et de Valence, mais aussi des radios en Australie, en Uruguay ou ailleurs, il y a une communication ouverte. Plein de nos émissions sont reprises ailleurs. Donc, il y a ce travail. Est-ce que le contenu est adapté aussi à l'audience et aux attentes Il y a un problème de langue. Il y a un problème de langue. D'un audimat. Des émissions en langue arménienne qui sont adaptables partout. Certainement, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens. C'est un investissement conséquent, mais qui doit mobiliser plusieurs ressources. Donc, oui, pour moi, l'enjeu aussi, c'est d'intégrer la dimension transnationale. Un média transnational, c'est-à-dire qu'un média qui n'est pas forcément français d'origine arménienne, dans lequel la personne qui reçoit ce média, qui va le lire, l'écouter, se voit entre la France et l'Arménie. Il faut qu'il se pense de façon globale. C'est pour ça global. Tigran parle d'un peuple monde. Un peuple monde. Et donc, fait, mais je le dis dans le livre, parce que c'est vrai qu'une diaspora peut se considérer comme telle, puisque l'éparpillement est mondial. Au même titre que les Juifs bien avant nous, au même titre que des Palestiniens aujourd'hui et d'autres peuples qui n'ont pas vraiment de territoire viable, si je puis dire, ils sont Une des choses que le livre dit aussi, c'est qu'il faut accepter le fait que les Arméniens, dans leur majorité, sont un peuple de diaspora.
C'est-à-dire qu'il faut arrêter, c'est ce que dit Tigran par rapport à la transnationalité, c'est qu'il faut arrêter le fait que le repère, c'est seulement l'Arménie où il y a 2,5 millions ou 3 millions d'Arméniens, et parce que le pays s'appelle l'Arménie. C'est pas une question de nombre, c'est une question de repère. Vous avez c'est ce que je dis. Non, bien sûr, mais le nombre compte aussi. C'est-à-dire que quand Israël a été créé en 48, les Juifs espéraient qu'il serait 6 ou 7 millions très rapidement. Ça n'a pas été le cas. Les gens, ils se prenaient pour des dingues en disant pourquoi tu y vas, pourquoi tu y reviens. C'est la même chose aujourd'hui avec l'Arménie. Qui va vivre en Arménie ou qui ne veut pas vivre en Arménie? C'est quand même une grande question aujourd'hui, puisque ça n'a pas cessé les départs. Donc il y a une question. Il y a une question de gestion humaine. Mais ceux qui partent de la diaspora et vivent en Arménie, majoritairement, ils restent. Ils sont très contents d'être là-bas. Ils sont très minoritaires, il faut le dire aussi. Enfin, ils sont minoritaires par là. Majoritairement, ils restent, mais ils sont très minoritaires. Oui, non, je veux dire. C'est pas flot de retour, sauf pour les Arméniens de Syrie, pour qui l'Arménie, ça a été un passage pour certains. C'est une étape. Mais pour ceux qui partent de la vraie diaspora, avec l'intention d'aller expérimenter l'Arménie, dans leur grande majorité, ils restent. Donc ça, c'est un plus considérable dont il faut tenir compte. Tout à fait. Non, mais il n'y a pas des propos négatifs dans ce que je dis. Ce sont des constats qu'on fait la plupart du temps avec Tigran pour essayer de mesurer comment ça circule. Moi, je dis juste qu'il faut considérer que, pour moi en tout cas, c'est un peu provocateur de dire ça, mais j'ose le dire, l'Arménie est un des pôles seulement des Arméniens, un seul, et pas forcément le pôle le plus important. C'est-à-dire que la diaspora doit avoir sa forme d'autonomie, sa culture pluridisciplinaire, je sais pas quoi, les mots sont grandiloquents, mais ne pas considérer qu'on est dépendant de la culture arménienne, d'Arménie seulement. Une diaspora, c'est une identité particulière, complexe, bien sûr, mais très très riche. Et c'est ce que dit, je crois, globalement le livre. C'est que l'avenir qui est devant les générations à venir est extrêmement riche, avec des données, des plateformes qui existent. Tigran disait qu'il faut se moderniser, bien sûr, mais ça va se faire, ça. C'est sûr que ça va se faire. Parce qu'une diaspora, c'est un élément tout le temps. Mais il dit on est en retard. Oui, un petit peu, mais on peut toujours le constater. Non, mais mais on est toujours en retard sur quelque chose. donc c'est pas la question. Et les immigrés n'aiment pas arriver en retard. Donc il faut prendre les devants. Non, j'ai l'impression que ce qu'on a essayé de faire globalement, c'est de donner des éléments de réflexion, des pistes de réflexion et des questions en particulier. Alors, dont une qui est fondamentale, c'est qui est l'Arménien et qu'est-ce qu'il a à donner au monde? Est-ce qu'il a encore quelque chose à donner au monde? Qu'est-ce qu'on a à donner au monde? Je vous pose la question. On n'a pas prétention à généraliser et à parler au nom de tous les Arméniens. Non, mais en plus, moi, je parle de ça dans le livre de façon très anecdotique, mais très touchante. Ouais. La première fois, justement, où j'ai pleuré en revenant en Arménie, je tournais que sans mes camarades devenus. Je me rappelle très bien. 83. En 83, on était dans un bled près du lac Sevan, qui s'appelle Martouni, enfin, vraiment le dernier village. Et un jeune peintre qui donnait des cours à Yerevan s'est levé, il a porté un toast et il a dit à son père, qui était professeur de mathématiques dans ce village, il a dit: papa, est-ce que je peux dire quelque chose? Et il a dit, nous méritons peut-être de vivre, nous les peuples arméniens si dispersés et si peu finalement dans le monde, parce que nous avons peut-être encore quelque chose à apporter au monde. Je réponds à la question de Valtan. Si j'avais un message dans le livre, ce serait le suivant. La force des Arméniens, notamment des Arméniens de France, c'est leur sensibilité. Leur sensibilité dans le sens que du fait que les Arméniens de France proviennent de diverses immigrations, Proche-Orientale, Turquie, Iran, de diverses cultures qui portent en eux, ils sont en mesure de faire part d'empathie, de montrer de l'empathie à l'égard des Français, mais aussi des Français issus de l'immigration. Et je crois qu'on ne les entend pas assez, ces Arméniens qui peuvent jouer, en quelque part, le rôle de médiateur. Par exemple, quand nous en voyons on fait des Arméniens, une immigration sans problème, pas d'histoire. Je me rappelle qu'on avait des soucis avec le distributeur du livre qui disait: mais ça intéressera pas. Si vous n'êtes pas des Maghrébins, vous posez pas de problème. Ils avaient sur un ton un peu. On n'est pas dérangeant. On n'est pas dérangeant. On n'est pas des empêcheurs de tourner rond, pour rester poli. Et donc je leur dis non, pas du tout. Au contraire, nous avons des choses à dire. Et aussi, quand vous voyez les banlieues qui s'enflamment et que le pacte républicain est en panne, qu'il y a un vrai problème au niveau de l'intégration, les
les Arméniens qui sont en mesure de se mettre à la place des Juifs qui ont souffert d'un génocide, et que les Juifs aujourd'hui sont malheureusement l'antisémitisme d'une réalité dans les banlieues. On en parlera peut-être plus tard, à Sarcelles, etc. Ils sont menacés. Ils sont aussi en mesure de se mettre à la place des Arabes en termes de victimes quelque part des failles du modèle républicain. Et je pense que c'est là où il faut insister. C'est cette absence des Arméniens en tant que médiateurs. Alors, oui, mais enfin, on n'est pas que dans la vie. Juste pour finir, ce que dit Tigran, il parle de tout ça dans le livre et de façon très intéressante. Mais on n'est pas non plus aujourd'hui, je trouve, dans la victimisation, nous. Justement. Je pense que les générations à venir n'ont pas du tout à porter ce fardeau. C'est aussi de ça qu'on parle. C'est que nous, au bout de 3 générations, on a quand même fait un boulot. On a fait des films, on a écrit des livres, on a tourné des témoignages. Tout ça est à Beaubourg, est à l'INA, à droite et à gauche, accessible à tous ceux qui sont intéressés. Ça parle arménien par les vieux, c'est sous-titré en français. Ce travail-là a été fait. Jamais assez, mais il a été fait. Donc, à partir de cette plateforme, à partir de ces bases, je pense qu'il y a une possibilité aujourd'hui de sortir de la victimisation et d'être des acteurs actifs, comme dit Tigran, des médiateurs, des gens qui ont une capacité de synthèse, une sensibilité qui oscille entre Orient, Asie et Europe, parce qu'on a tout ça, nous, dans notre culture. Alors, je ne doute pas du tout qu'à l'intérieur de la communauté arménienne, il y a des talents extraordinaires. Mais il y a un problème que vous évoquez, c'est l'absence d'intellectuels. Alors qu'ils soient artistes, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient historiens, peu importe, ces intellectuels qu'on ne voit pas, ou on en voit une poignée. Et c'est toujours les mêmes qui sont obligés de porter la parole, même celle dont ils ne sont pas forcément responsables. Comment résoudre ce problème? Pourquoi les talents ne se démarquent pas et ne s'expriment pas? Mais justement, on a parlé tout à l'heure du fait d'assumer la dualité. C'est-à-dire de ne pas avoir cette dichotomie en soi qui est pour la France, il faut que je sois absolument français dans ma manière d'être et de parler que des questions de la France en tant que citoyen français. Et pour les Arméniens, je suis capable de parler quand même parce que je ne veux pas oublier mon passé, mon appartenance et tout ça. Moi, je pense que c'est la synthèse de ces deux choses qui feront que les choses se débloqueront chez certains nombres de gens qui sont les deux à la fois. Ils n'ont pas à être complexés d'être l'un et l'autre à la fois. C'est ça qui manque, je pense, à certain nombre de gens de s'exprimer, de s'extérioriser, parce que des cerveaux il y en a, des talents il y en a, on le sait. Sauf que ça reste assez fermé sur soi-même, ou dans le sens de l'assimilation totale, ou dans le sens de la rupture, de dire je suis un marginal, je défendrai ma culture arménienne, je vais donc travailler pour la communauté, je resterai dans ce coin-là. Il y a des gens, on en parle, qui se sont sacrifiés pour ça dans la deuxième et troisième génération. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire en français, ou alors qu'ils étaient très talentueux d'écrire en français, sont passés à la langue arménienne pour défendre la langue arménienne. Ils ont eu raison. Je ne suis pas en train de juger. Je dis juste que ça a été des sacrifices probablement intérieurs. On donne l'exemple de Marc Nichanian, on donne l'exemple de Grigor Bolodian, on donne l'exemple de Denis Dolikian, à des niveaux très différents, pour des raisons très différentes. Et d'autres intellectuels qui sont des gens très très talentueux, qui sont porteurs de plusieurs cultures, qui peuvent justement communiquer. Quand Marc écrit en français sur la honte, ou sur l'historiographie manquée ou des choses comme ça, c'est extraordinaire quand même de le lire et de sentir que il parle de la philosophie mondiale et non pas juste de la sensibilité arménienne qu'il a. Sauf qu'il l'instille. Il va quand même le dire. Quand Bolodian traite de certains nombres de philosophes en langue arménienne ou de poètes, c'est extraordinaire de savoir que cet homme consacre sa vie à ça. Sauf que ça reste fermé un peu sur soi-même, ça sort pas de ses gonds parce qu'il y a un complexe de ne pas être dans l'affirmation. Oui, là, on peut pas accuser ces quelques personnes d'avoir fait ces choix-là, alors que personne le problème, l'accuse. c'est aussi dans le nombre, pas dans la qualité, mais aussi dans la quantité. On n'a pas, et je me pose la question, pourquoi dans cette communauté de 400 à 500 000 personnes, il n'y a pas ces élites? C'est un symptôme de la déliquescence actuelle. Moi, je pense qu'il y a une vraie déliquescence, en tout cas en termes de transmission et de conscience. Il y a une vraie crise de conscience sur les outils de cette transmission. On investit beaucoup dans des choses superficielles, on a sous-investi la diaspora au profit de l'Arménie depuis 1988 de façon vraiment très conséquente et je pense que nous payons le prix aujourd'hui. Ma génération est coupée, elle est coupée
du lien, enfin en tout cas elle est coupée de tout cet héritage. Et je suis le premier à en souffrir. C'est pour ça que... Et pourtant, la traduction dont vous parlez dans ce livre, elle est là aujourd'hui. Avant 2007, il y a une année très très importante, c'était 2007, l'année de l'Arménie en France. Oui. Avant 2007, il y avait peut-être en tout 10 livres traduits ou écrits en langue française sur l'histoire ou sur des thématiques arméniennes. Et après 2007... Oui, le marqueur, Vartan, excusez-moi de vous interrompre, mais le marqueur identitaire reste le génocide et la gastronomie. On ne voit pas la face. Non, il y a quand même Rafi qui a été traduit. Oui, mais c'est les épiphénomènes. Il y a quand même quelques romans qui ont été traduits, Samuel et autres. Oui, mais dans le cadre de l'année de l'Arménie en France et du centenaire du génocide, il aurait été souhaitable, louable, de traduire Belodi en plus, de traduire des auteurs d'Arménie qui ont des choses à nous dire aussi à une diaspora comme Levon Tretchoyan. Et je me rappelle avoir tenté d'envoyer des manuscrits à des éditeurs français, ils n'étaient pas intéressés. Donc il y a, je pense, un vrai travail qui doit être fait aussi pour que cette richesse-là, elle arrive en fait à avoir un cadre de réception. Oui, j'ai une autre réponse. C'est que je pense que ça marche pas que dans un sens. Je pense que les Arméniens n'intéressent pas beaucoup l'histoire de la France parce qu'ils n'ont pas d'histoire commune et culpabilisante, de récit commun. Ouais. Enfin, culpabilisante, il y a de quoi dire. Non. Quand je dis culpabilisante, je veux dire par là que les Arméniens n'ont pas de prise victimaire vis-à-vis des autorités françaises, comme peuvent avoir la communauté juive ou d'autres, certains, pas beaucoup, pas pour pouvoir, je dirais, se créer un public par rapport à ça. Je pense que les Arméniens n'ont pas encore de public. Je le dis pourquoi. Les films sur les Arméniens ne marchent pas. Pourquoi? Qu'ils soient bons ou mauvais. Parce qu'il y en a qui sont bons, d'autres mauvais, ou d'autres pas réussis. C'est pas la question. Ça n'intéresse pas vraiment les gens. Selon vous, la plupart sont pas réussis. Pas forcément mauvais, mais pas réussis. Je dis pas ça. Ça serait très prétentieux de dire ça. J'écris dans le livre pourquoi je pense que le sujet du génocide traité dans certains nombres de films d'une façon ou d'une autre n'atteignent pas leur but parce que la représentation du génocide c'est quelque chose de quasi impossible. Là, on peut dire 2 mots sur La Promesse qui va sortir, que j'ai vu, qui est un film hollywoodien, c'est un mélo tout à fait assumé, qui est plutôt réussi dans le genre, mais c'est pareil, c'est-à-dire que la représentation du génocide passe par une douleur tellement insupportable que c'est presque pas fictionnel. C'est quelque chose qui est encore extrêmement vif en soi. Et puis aussi parce qu'on n'a pas eu des archives d'images suffisamment nombreuses et fortes pour pouvoir le digérer. Parce que quand on remet ça en scène, c'est compliqué de dire « Ah bon, ça s'est passé comme ça, mais je l'avais pas vu ». C'est compliqué, si vous voulez, pour les Arméniens, contrairement à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a beaucoup d'images, où il y a beaucoup de preuves directement filmées qui ont pu être remis en scène après. Donc ça, c'est la question des films concernant le génocide. Mais par ailleurs, ce que j'étais en train de dire, c'était que je pense que même les humoristes arméniens, je prends l'exemple de Pascal Légitimus, qui est arménien plus autre chose, plus homme de couleur, lorsqu'il a fait son spectacle sur sa dualité, justement, en tant que d'exil et arménien, il avait mis 2 portes comme ça sur la scène, il disait ça c'est la porte des Arméniens, ça c'est la porte de la Guadeloupe ou de la Martinique, enfin je sais plus d'où il est exactement. Antillais, non? Antillais, oui. Et il passait d'une danse à l'autre. C'était assez drôle et en même temps très touchant. Et ben moi j'ai été voir son spectacle au Palace. Il y avait donc plutôt les 3/4 de la salle c'était des Antillais et 1/4 des Arméniens. Les Arméniens n'arrivent pas à créer leur propre public, leur propre dynamique. Donc les artistes arméniens passent par l'intégration et l'assimilation d'abord, au lieu de passer par l'affirmation de leur culture, d'une certaine façon. Moi, je dis pas qu'il faut... Mais ça contredit ce que vous affirmiez tout à l'heure, c'est-à-dire le passage obligatoire par l'assimilation. Et vous avez une phrase quand même assez extraordinaire et très belle, c'est de bâtir sur la perte. La perte, oui. On construit tous sur la perte. C'est-à-dire on perd consciemment. Mais oui, mais on construit tous sur la perte, pas seulement les Arméniens, mais chaque individu construit sur la perte de ses grands-parents, de ses parents et autres, pour le prendre à une échelle, je dirais, familiale et personnelle. Mais nous, en plus, on construit sur la perte de notre identité, de territoire, de culture. Donc c'est une perte très béante, importante. Donc c'est compliqué à construire. Mais en même temps, c'est une matière extraordinaire à pétrir. Mais Tigrane et moi, on n'est pas à un paradoxe près, il faut le savoir aussi.
quand on lit ce livre, on peut se contredire, mais non pas d'une page à l'autre, mais d'un chapitre à l'autre. Parce que justement, on est dans ce questionnement-là, et parfois on n'a pas de réponse. Et on reste dans la question. Ça, c'est très important de dire aussi. Je pense que j'aurais un désaccord avec mon aîné, dans le sens que, à te suivre, Serge, en fait, le métissage serait la solution. Enfin, je caricature un petit peu. J'ai pas dit que c'était la solution. Non, mais c'est un fait. Obligatoire. C'est un fait. Mais moi, je suis plutôt pour revendiquer, pour rêver ou créer une sorte de métaphysique de la diaspora. C'est ce que Vaio-Chagan, en fait, il manque. C'est un romantique. Il manque à la diaspora. Mon cher ami. Mais oui, mais il faut. C'est comme ça qu'une nation naît, c'est par là. C'est pour ça que je t'aime beaucoup, Tigran. C'est partagé, non, mais sur ce micro, je me rappelle Vaio-Chagan, donc le fils de Vae, donc, des États-Unis, avait dit, le petit-fils d'Agop Chagan, parlait du Tebi Ask. Et je pense que c'est pas anodin de parler du TB Ask vers la nation, vers la nation, et pas l'État arménien en soi, qui est très important, qui est l'État-nation, le seul État-nation avec le Ralabar qu'on ait de référence. Mais le TB Ask, pour moi, il faut qu'il ait un contenu spirituel. Il faut qu'il ait une théologie de l'exil. Il faut qu'il ait une sorte de dynamique. Alors, et c'est ça pour moi. Pendant des années, on a travaillé le Hayab Rabbanum. Qui est un échec, abyssal, pour moi. Pour les années 30, à l'époque, 40, ah oui, il avait du sens. Il avait du sens, bien sûr. La préservation. La préservation, aujourd'hui, chez Avatin, c'est du formol folklorique. Alors justement, quel serait, selon vous, le mot d'ordre pour la diaspora arménienne du XXIe siècle? Il n'y a pas de mot d'ordre déjà. Mais il y a une invitation à créer. Je suis incapable de donner un mot d'ordre, c'est pas mon truc. Mais le mot préservation est très juste. Et il était nécessaire probablement de le faire pour les premières générations. Il fallait C'est-à-dire c'était les écoles, l'apprentissage de l'arménien, les traditions, les écoles de danse, etc. Pour préserver ce qu'on avait. Oui, mais ça continue. Je viens d'apprendre qu'à Bordeaux, la petite association franco-arménienne vient d'ouvrir une école. Où ils apprennent l'arménien aux enfants, et à Bordeaux ils sont très peu. Et la danse, et la même chose à Toulouse. Et toutes ces associations font un boulot extraordinaire. Et c'est très très bien. Mais, comme dit Tigran, il faut sortir du folklore et du formol. C'est-à-dire que ces enfants-là qui vont là, ils vont aussi à l'école française, bien sûr. Et donc, il faut que ce soit à la hauteur. Non pas être moderne à tout prix. C'est pas la question. La question, c'est de sortir de la conservation pour passer à une préservation active. Comment transformer les choses. Et vous parlez de créativité, de la création. Bien sûr. Donc justement, Tigran, je reviens vers vous pour parler de la création avec comme bagage l'arménien. Réfléchir en arménien, créer en arménien, c'est une chose très très difficile aujourd'hui pour votre génération et pour celles qui viennent. Alors moi j'ai pas la solution miracle, mais je pense que effectivement l'arménien se créolise au contact donc des cultures d'accueil. Il utilise un mot que j'utilise. C'est son copyright serge-avédicain. Et quand je dis ça, c'est parce que c'est en conscience qu'une littérature arménienne d'expression anglaise existe aux États-Unis, elle existe en France notamment. Mais bien entendu, en fait, c'est repenser l'arménien, c'est-à-dire tuer les fétiches qui polluent notre relation à la langue. Ces fétiches-là, en fait, qui ont sacralisé en quelque sorte l'arménien, qu'on en fait. Moi, je le dis en fait dans l'ouvrage que quand j'ai appris l'arménien, je me sentais quelque part un petit peu supérieur. Enfin, j'avais un complexe de supériorité. Il a toujours gardé. Mes jeunes camarades. Je tiens à l'affirmer, il a toujours gardé ce complexe de supériorité. À la grande gueule. Le livre s'appelle Diasporalogue. Tu peux rien pour restons-en là. C'est un dialogue entre nous. Non, mais je veux dire, il faut casser ça. Il faut casser ce mythe. C'est pour ça qu'il faut revenir au réel, ici et maintenant. Pour proposer à d'autres le même chemin. Avoir envie. L'arménien comme langue, on se pose la question, mis à part un peu le tourisme, un peu les relations avec les familles éparpillées à droite à gauche à travers le monde. Bon, là, c'est utile de parler l'arménien parce que les enfants ne savent plus s'ils ne parlent pas anglais avec les cousins de Los Angeles et les autres avec les cousins de Paris. C'est compliqué. Mais bon, finalement, l'anglais sauvera le monde. À quoi sert l'arménien aujourd'hui? C'est une grande question, ça. L'arménien, c'est de l'ordre vas-y, réponds, tiens. C'est de l'ordre de l'intime. Enfin, pour moi, déjà, c'est un acte amoureux. C'est l'arménien, de parler arménien, de sentir arménien. C'est beau ce qu'il dit. C'est un acte amoureux. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer, mais pas comme un fétiche. Il faut l'aimer comme son propre fils, comme sa femme, son aimé. Donc c'est d'abord une énergie amoureuse. Non, mais moi je compléterais ce qu'il dit et il a raison. C'est le premier point. Tigran a parlé de sensibilité. Sensibilité. C'est une question de sensibilité. Il y a des enfants qui ont des sensibilités plus fortes que d'autres ou exacerbées.
Et apprendre une langue, je me rappelle quand moi j'apprenais le français en Arménie, on me disait dans le bus qui me menait à l'école française pendant 45 minutes, tous les jours, aller, 45 retours, on me disait Tarajan, Ichkan lezu imanas enkran martes. Mon petit, plus tu sauras de langue, plus tu seras un homme différent, vous voulez dire. Et chaque langue est équivalent à un homme. Et les gens qui me disaient ça, c'était des Kurdes yézidis qui allaient faire le marché au centre de Yerevan, ou d'autres qui me disaient ça. Et je trouvais ça très beau et très juste. Et ça veut pas dire que c'est obligatoire, mais dire ça à un enfant dans une famille en disant apprends une langue en plus, une que je parle par exemple moi, que je pourrais peut-être échanger avec toi. Alors les Arméniens le font. En général, les enfants ils font, mais l'échelle est petite, c'est-à-dire ils le font sur le manger, sur le boire, sur le plaisir, sur des petites choses, quoi. Après, comme Tigrane, comme je le dis dans le livre, je dis qu'il est parmi des exceptions, c'est-à-dire des gens capables. Mais là, vous posez un sérieux problème. Si vous limitez la langue ou son apprentissage au sentiment, à la symbolique ou à la sphère, j'allais dire presque privée, comme une religion, c'est le cas. Ça pose un sérieux problème sur la vision qu'on a pour la nation arménienne, pour les dizaines et des dizaines d'années à venir, pour l'Arménie de demain et pour ce lien indispensable entre ceux qui sont en Arménie et ceux qui sont en diaspora. Mais justement, c'est ce que Tigrane en arménien, c'est-à-dire la nation va pas s'exprimer en français ou en anglais ici et là, pourquoi pas aussi, mais c'est surtout en arménien qu'elle va se développer. Donc si vous mettez la langue comme un accessoire, ça pose un sérieux problème. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. On parle d'un déclic, on parle d'un. Mais notre désaccord vient de ça, en fait. Il vient du fait que moi je dis qu'on va construire et continuer à construire de façon très positive, mais sur la perte, et en particulier la perte de la langue. Ouais. Mais ça ne doit pas empêcher ceux qui ne parlent pas l'arménien en France, en Italie, aux États-Unis et ailleurs, de lire des traductions et de savoir de quoi est constituée leur culture ancestrale. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, parce que sinon, continuer à complexer des enfants qui n'apprennent pas suffisamment l'arménien et qui pourront pas s'exprimer avec, c'est comme si on disait aux gens, pourquoi vous n'apprenez pas le latin et l'ancien grec aujourd'hui, que vous pourrez utiliser dans la rue quand vous montez dans le bus ou quand vous prenez le métro à Paris. Non, ça marche pas. C'est un peu exagéré. Non, mais j'exagère un peu exprès pour dire qu'avec qui ils vont parler arménien? Avec leurs parents ou avec quelques amis, et c'est tout. Ça s'arrête là. Ou alors ils vont aller en Arménie et ils parleront pas le même arménien d'ailleurs. Mais c'est pas très très grave, on se comprend. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être un tout petit peu plus pragmatique, un peu moins c'est là qu'on n'est pas d'accord avec Tigrane sur la métaphysique dont il parle d'une Arménie transnationale qui est celle de la vie de la diaspora. Et il a raison. C'est une sorte d'entité spirituelle aussi. Oui, il a raison de penser ça. Et moi, je dis que ça va pas forcément se passer comme ça. Cet idéal-là ne va pas être atteint comme ça. Mais en revanche, il faut pas rejeter ou être complexé de ce que sera la diaspora de demain. Alors, vous avez aussi un regard critique vis-à-vis de l'Arménie d'aujourd'hui, les mentalités, les gens, les oligarques, ce qui nous est resté de l'ère soviétique, cette mentalité à tout vouloir avoir la jouissance du moment, tout pour aujourd'hui, le maximum pour aujourd'hui et le plus vite possible. Qu'est-ce qui est possible de changer en Arménie avec la confrontation des deux Arménies, enfin l'Arménie diasporique et puis l'Arménie Arménie. Qu'est-ce qui est possible de changer avec cette richesse qu'on peut se donner les uns aux autres? Moi, je dirais déjà ce qui est très positif pour avoir travaillé en Arménie dans un cadre international, professionnel, et pas m'y être rendu en simple touriste. Je pense que pas méprisant avec les touristes. Non, mais je pense que oui, mais c'est ça le souci, c'est que l'Arménie, on le dit, est une patrie touristique, alors qu'elle devrait pas l'être. On parle de. Elle peut l'être aussi, mais ça peut être un tourisme intéressant. Et l'intérêt pour moi, l'enjeu et de l'Arménie, en tout cas dans la relation avec la diaspora, c'est que l'Arménie a beaucoup apporté à ma génération. Et c'était pas le cas de la génération de Serge, en tout cas, d'Arméniens de diaspora qui ont grandi avec une image d'Épinal et qui se sont réveillés avec une gueule de bois quand, après le tremblement de terre de 88, avec l'indépendance, ils se sont confrontés à la dureté d'une réalité qui était complètement étrangère, cette réalité post-soviétique. Et je pense que ça, c'est positif, c'est-à-dire mettre en avant, en fait, cette synergie d'interdépendance. Cette interdépendance, elle est croissante, mais, bien entendu, elle manque encore de socle, n'est-ce pas? C'est pour moi, en fait, l'enjeu de ma génération.
Non, la Et grande donc, question. qu'est-ce qu'on peut changer dans c'est- cette Arménie que vous critiquez? Non, mais la grande question de l'Arménie aujourd'hui, c'est quand même que, en 25 ans d'indépendance, disons que le glissement vers une démocratie un peu plus participative et moins oligarchique et moins mafieux ne s'est pas opéré. Et c'est désespérant pour les gens qui y vivent. Je le sais puisque j'y vais régulièrement et que j'ai tourné mon dernier film là-bas, j'y ai des amis, j'ai plus de famille, mais je sais très bien qu'il y a encore des gens, même très bien installés et actifs, qui ont envie de foutre le camp. À cause du fait que les écoles ne sont plus des écoles, que les universités, il faut payer pour passer de ceci à cela. Donc il y a un vrai problème, je dirais, de dignité de vivre. Au-delà même du fait que la démocratie, ça s'atteint pas comme ça, ne rêvons pas, mais de dignité, à minima, de croire aux hommes politiques ou même des activistes de la société civile qui ont une sorte de franchise et qui sont au service du peuple parce qu'ils sont payés par le peuple, par ailleurs, et par toute l'aide que la diaspora apporte, par toute l'aide de la communauté internationale, et ainsi de suite. Il y a quelque chose d'un peu honteux de continuer à constater que les gens au pouvoir sont si corrompus. Que dans un avion qui part à Moscou, c'était mon cas la dernière fois, il y avait la moitié de l'avion, c'était des musiciens et des danseurs jeunes qui partaient au mariage d'un certain Samvel Karapetyan, qui est milliardaire à Moscou. De son fils. Oui, enfin, de son fils, et avec le Premier ministre qui les accompagnait. Mais c'est quoi cette histoire ? C'est quoi ? Parce que je suis milliardaire, je peux me payer à Moscou. Et pourquoi pas, s'il est milliardaire, non, oui. mais c'est pas la question qu'il puisse payer ou pas payer. C'est la question de c'est quoi de perpétuer cette tradition qu'un Premier ministre doit aller au mariage du fils d'un machin pour que ce type-là Parce que investisse c'est en un Arménie. copain très très proche. C'est pas une commande. C'est son copain très proche. Ah bon, tu le sais, moi je savais pas Oui, qu'ils oui, étaient c'est un si proches. copain très proche. Excuse-moi, alors, Ils font partie de la autant même pour équipe. moi, alors là, vraiment, c'est Mais vrai non, que- mais je veux dire, dans ce cas-là précis, c'était obligatoire, Non, moi, ça me puisqu'il était choque. même le parrain du mariage. Ah, Il y a le un parrain, c'est le cas de le dire, oui. Oui, oui. C'est des vrais parrains. Non, mais c'est un cas exceptionnel. Mais il y a un autre problème, c'est que l'oligarchie, et tout le monde a envie d'être oligarque en Arménie. Bah oui. Je veux dire, C'est ça que on, c'est ça le problème. on a un mépris vis-à-vis des oligarques, mais si on a l'occasion d'être oligarque nous-mêmes, pourquoi pas? Non, mais c'est pas un mépris. Il y a un problème de mentalité. C'est pas une question de mépris. C'est une question qu'il y a un minima, lorsqu'on gagne de l'argent, c'est d'être au service des gens qui t'ont aidé à gagner de l'argent, c'est-à-dire le pays dans lequel tu vis. C'est ça, c'est de payer ses impôts. Déjà, Oui. de ne pas être. Mais cela dit, l'exemple est bon en France aussi, hein, et ailleurs. Avec les politiques aussi. Oui, je suis pas en train de dire que l'Arménie est une exception, pas du tout. Je dis juste que nous, on a envie que ce petit pays soit un peu moins dans Alors, cet état-là. en Voilà. dehors de l'envie, il faut aussi, au-delà des critiques, formuler des suggestions. Alors, Il y en a plein dans le livre. Il y en a plein. Alors, quelles sont vos suggestions pour un changement en Arménie? Non, mais il y en a plein dans le livre, On pas a- du tout au on a niveau un politique. programme. Tigrane va prendre la parole, mais c'est juste pour dire que Tigrane en parle beaucoup, et moi aussi, c'est que nous, on pense, mais là on est sur la même longueur d'onde, que la nouvelle génération en Arménie doit pouvoir renverser la table en se servant des nouvelles technologies, en se servant de leur cerveau. Sauf que on n'est pas sûr du tout que à chaque fois que quelqu'un arrive à quelque chose, va rester ou partir. Qu'il y a un tout petit nombre qui reste. C'est ça la question. La grande question, c'est une question de dynamique de groupe. Est-ce que la dynamique de groupe existe ou est-ce que l'individualisation de la réussite du pouvoir a fini par atteindre tous les esprits, comme tu disais? Non, mais je suis assez sceptique par rapport à ce que dit CH, en tout cas sur les chances de renverser la table. Mais juste pour synthétiser un petit peu ton propos, je pense que le principal mal dont souffre l'Arménie, c'est l'absence d'État. En tout cas, c'est le fait que l'État en tant que tel soit perçu comme un ennemi. Et ça, c'est très flagrant, en tout cas, parmi les populations Le d'Arménie. manque de confiance. Le manque de confiance, l'État est prédateur. L'État n'est pas protecteur. Et c'est, je crois, là où le bas blesse, c'est là vraiment, on touche là un point très sensible. C'est le jour où il n'y aura plus ce mépris ahurissant pour l'intérêt général, mais une vraie conscience d'un État souverain qui se respecte. La diaspora, elle pourra intervenir, elle pourra agir. Mais tant qu'il n'y a pas d'État, tant qu'il y a une apparence d'État avec une apparence de ministère de la diaspora qui distribue des médailles en plomb
à des diasporés qui sont en mal d'émotion, on ne pourra pas faire grand-chose. Nos dynamiques seront limitées à des initiatives individuelles. Je tiens quand même à... Mais par la société civile, ça serait intéressant. Oui, de donner un exemple quand même, parce que Tigran a travaillé pour la première édition. J'ai été présent aux 2 premières éditions d'Aurora Prize, qui est donc créée par justement un oligarque arménien de Moscou qui vit aussi à Los Angeles et tout ça, et 2 Arméniens de la diaspora. Aurora Prize est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est de dire que un peuple qui s'est reconstitué, qui a des riches aujourd'hui dans le monde, sont capables de mettre la main à la poche et de donner un prix à d'autres peuples qui sont dans la souffrance, à d'autres organisations non gouvernementales, des gens qui se donnent aux autres pour le bien-être des autres. Je trouve ça formidable. Au niveau symbolique, que les Arméniens fassent ça, c'est essentiel aujourd'hui. Sauf que je constate une chose, c'est que ça se passe à Yerevan, très bien, c'est non gouvernemental, très bien. Sauf que tout ce qui se passe sur scène est en anglais, uniquement en anglais, et pour cause. C'est parce que il y en a 2 qui sont des États-Unis, l'autre parle anglais, mais aussi parce que les animateurs eux-mêmes sont, on les a fait venir des États-Unis, en partie. Pardon ? Il y a un objectif. C'est un faire choix. de l'Arménie le hub. C'est un choix voilà. de le faire en anglais. Et voilà, j'en viens là. J'en viens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la langue arménienne. J'en viens au fait que si on veut toucher les autres, il faut qu'on passe par une langue internationale qui est l'anglais ou le français. Là, on est d'accord. Oui, l'anglais, mais sauf que ça se passe en autres. Arménie. Dans les festivals internationaux, on parle la langue du pays dans lequel on est et on a des traducteurs qu'on met pour les gens qui comprennent pas. Là, c'est l'inverse. Là, on parle en anglais et les traductions est en arménien ou dans d'autres langues pour les autres. C'est une inversion. Ça prouve bien que les Arméniens sont plus un peuple de diaspora que d'Arménie même. Et que moi j'appelle un petit peu comme ça, en disant c'est la diaspora intérieure, l'Arménie, aujourd'hui. Mais c'est pas pour rigoler que je dis ça. Je dis ça parce que je pense que c'est une réalité. Donc il n'y a pas d'État. Hein ? Donc il n'y a pas d'État. Il y en a un, mais... Non, il y en a un. On va pas dénigrer. Non, on va pas dénigrer. Bien sûr qu'il y en a un. Il y a une représentation mondiale. Ils sont à l'ONU, ils sont en Europe, partout. C'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain, au-delà de la représentation physique d'un président, d'un premier ministre, d'un gouvernement. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain au quotidien, pas seulement à Yerevan, sur 4 km² qui ont été bien refaits pour les touristes internationaux ou pour les gens qui viennent visiter, mais au-delà de ces 4 km², qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a un autre problème avec la langue, c'est l'arménien oriental ou l'arménien occidental. Comment faire pour... les gens se comprennent. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, Serge Avedikian, dans le livre, c'est que au lieu, avec l'indépendance de l'Arménie, au lieu que l'Arménie de la diaspora, les Arméniens de la diaspora aillent en Arménie, c'est l'Arménie qui s'est déversée en diaspora. Ah oui, c'est une invasion. Donc aujourd'hui, on est face. Je ne parle pas de la Russie, de ces pays où l'arménien oriental domine, évidemment. Oui, et puis le russe domine. Le russe surtout. Vous avez raison. Et même pour les gens qui sont partis il y a 5 ans, aujourd'hui, leurs enfants parlent russe. Mais la diaspora, comme nous on l'entend, traditionnelle, occidentale, etc. Il y a ce mélange de l'arménien oriental et occidental. Il y a un autre mélange, c'est les Arméniens d'Arménie qui restent entre eux et les Arméniens de France, par exemple, qui, dans les années 70-80, ne voulaient pas trop fréquenter les Arméniens d'Iran, puis les Arméniens du Liban. Et après, ils ont fait front ensemble pour confronter les Arméniens d'Arménie. Comment régler ce problème ? Parce que, tout à l'heure, je parlais de talents. Les talents sont partout. Mais si on n'est pas ensemble, à quoi ça sert ? Diklan et Gavian. Je pense qu'il manque un récit commun. On l'a bien vu avec la séquence des Sasnadzerel, c'était très intéressant. Quand il y a eu tous ces émeutes, même un petit peu avant, mais en Arménie, et la réaction qui a été faite en France, on a découvert plein de jeunes d'Arménie qui ont grandi en France, qui sont arrivés à l'aube des années 90 en France, et qui étaient coupés du milieu communautaire, qui étaient complètement qui n'évoluaient pas dans les associations, donc plein de nouveaux visages, et on s'est rendu compte que ces gens-là avaient des revendications bien précises. Peut-être les voyait-on les 24 avril, mais en général ces gens-là n'avaient rien à faire, n'étaient pas forcément les bienvenus, ou ne s'étaient même pas informés qu'il y avait des associations de jeunes arméniens qui avaient des projets pour l'Arménie, etc. Donc ça a été quand même une première prise de conscience sur l'ultra-fragmentation de cette communauté. Mais moi, je vais
plus loin dans le livre, je crois, que Tigrane, je dis qu'il n'y aura pas d'unité. Non. Il n'y en aura pas, parce que la vie d'une diaspora, c'est justement La fragmentation. C'est la fragmentation. C'est-à-dire que un Arménien qui a vécu au Liban, ou en Iran, ou en Syrie, ou en Arménie ex-soviétique, ou même d'aujourd'hui, un autre en France, en Europe, eh ben, il n'a pas le même acquis, il n'a pas la même sensibilité. Il y a un fond commun, qui est le fait d'être sûr de son appartenance, de vouloir envie d'en faire partie, si je puis dire. Mais en revanche, je dis que la grande richesse d'une diaspora, c'est justement le fait d'être différent. Et de pouvoir se parler. Alors après, on trouve la langue pour se parler. La preuve, regardez, on se parle en français, là, nous, aujourd'hui, à la radio. Mais quand on va parler avec un Arménien d'Argentine, ça va être compliqué si lui, il parle pas l'arménien et nous non plus. Oui, on parlera en espagnol, pour ceux qui savent parler espagnol. Ça va être compliqué. Donc, le lien est coupé. Le lien est coupé. Oui, mais c'est pas très grave. Ceux qui veulent faire le lien, ils apprennent une langue. Et à Google Traduction, ça existe aussi. Moi, je communique avec des gens dont je parle pas la langue, je traduis, ça existe, on se comprend quand même. Donc, c'est pas vrai, c'est une question d'envie, de désir, de communiquer avec quelqu'un. L'autre quelqu'un n'est pas que l'Arménien qu'il est, c'est aussi un être humain qui, là où il est, fait de la musique, fait des films, écrit un livre, fait de l'architecture, ou est simple employé de je sais quoi, ou il est journaliste. Mais c'est ça la sensibilité. Donc c'est très multiple. Il a mis les journalistes en dernier. Hein. Oui. Mais bien sûr, les journalistes. Je sais bien que ce sont tous des gens. Ah là là, je se méfie des journalistes. Il a du mal avec les journalistes. Non, ce que je veux dire, c'est que l'unité ne va exister que dans la différence. C'est ça que je prône. Je dis, c'est ça notre différence d'ailleurs avec. Oui, mais c'est un peu trop hybride. Tu mets où le marqueur identitaire? Non, tu t'enlèves la langue et la foi. Je dis que tout ce truc, entre guillemets, un tout petit peu intellectuel et rêvé n'aura pas lieu. Ce qui aura lieu, ce sont des gens qui vont parler de là où ils sont, sur un territoire différent. Et ils vont quand même se comprendre, ils vont faire des choses ensemble, mais il n'y aura pas réellement d'unité. Il n'y aura pas de nation arménienne en diaspora. Il y aura une diaspora disparate, fragmentée, mais ce n'est pas un problème. Mais il y a une nation de la diaspora. Je veux dire, elle existe. Mais bien sûr, elle est peut-être mal organisée. Oui, bien sûr qu'il y en a une. C'est ce que disait Tigrane aussi, en termes de communication. C'est qu'il peut y en avoir une par les réseaux aujourd'hui, d'ailleurs plus facile encore qu'hier. Mais de toute façon, les gens vont se choisir. Ils sont libres de se choisir. C'est une question d'affinité. Ce qui est obsolète, c'est de dire un pays, une nation, une langue. Ça, c'est obsolète. C'est ça que je dis. Vous avez un chapitre très intéressant sur les Juifs et nous. Et là, c'est très intéressant parce que les Arméniens, très souvent, ils se disent les Juifs auraient fait ça. Ils prennent parfois avec jalousie. Oui. En arménien, il y a un mot qui dit la jalousie positive. Parinachans. Ah bon, je savais pas qu'il y avait ça. C'est formidable. Parinachans, c'est la simulation comme exemple. La simulation. Comme bon exemple. Simulation. Alors, justement, les Juifs ont un parcours plus riche encore, plus ancien encore, à travers le monde, avec un État perdu depuis très longtemps par rapport aux Arméniens, et ils sont pas arrivés en diaspora il y a 100 ans. Moi, je me rappelle quand la première fois j'ai entendu parler de Carpentras et ce qui s'est passé dans un cimetière, et puis dans les journaux ils disaient ils étaient là depuis 1000 ans. Pour moi, ça a été un choc. Je pensais comme nous, j'étais peut-être très jeune à cette époque et je connaissais pas toute l'histoire. Donc il y a un parcours très riche. Qu'est-ce qui est différent? D'abord, pourquoi on ne cesse de parler des Juifs, nous les Arméniens? Bon, dans le livre, nous, on donne beaucoup d'exemples. Tigrane est plus livresque que moi. Il dira, même si je le sais aujourd'hui, grâce à lui, certain nombre de choses, historiquement. Moi, je suis plus pragmatique et je dis simplement que lorsque je suis arrivé en France, ma mère est allée travailler dans le sentier, comme dans des produits de tricot chez les Arméniens. Et j'ai bien vu que le sentier dans le tricot était tenu par les Juifs d'Afrique du Nord, en particulier, mais qui travaillaient de façon très très sereine avec les Arméniens. Il y avait une sorte de compréhension mutuelle qui avait. Sauf que ils ont petit à petit ils se sont enrichis, ils sont partis à Deauville, et les Arméniens ont pris leur place, qui eux-mêmes se sont enrichis, ils sont partis à Trouville, et que maintenant c'est les Vietnamiens ou les Chinois ou les autres. Ce que je veux dire, c'est que les immigrations successives, ceux qui étaient là avant, occupaient des places, c'est un peu primitif ce que je dis, mais être envieux vient d'abord de ça. Puis ça vient aussi
de la victimisation. C'est de dire comment ça se fait que les Juifs sont reconnus en France, qu'ils occupent des postes importants, ceci, cela, sans comprendre ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'est-ce que ça voulait dire d'être spolié, d'être exilé, de terminer dans des camps et autres, et de pouvoir se reconstruire quand même. Nous, on n'a pas cette histoire avec la France. Mais il y a quand même une sorte de jalousie en disant que les Juifs sont partout, les Arméniens, on nous entend pas, etc. On oublie parfois que le comparatif n'est pas juste parce qu'il y a... n'est pas justifié. C'est le propos de ce chapitre, justement, c'est de crever l'abcès. Le livre s'appelle Diasporalogue, on peut pas faire l'impasse de ce sujet. Donc la diaspora a été d'abord appliquée au peuple juif, qui est un peuple d'exilés de départ, ce qui n'est pas le cas des Arméniens. On touche là à un sujet très sensible, dans le sens que il y a 1000 extrapolations, et le propos c'était justement d'apaiser, tout en parlant de notre expérience, c'est de décrypter cette relation que je trouve insuffisante, parce qu'il y a deux excès. Où on va être les gardiens du temple de la Shoah, et tout ce qui est donc malheureusement, vu de la crispation actuelle, il est très difficile d'avoir un regard critique sur Israël sans être accusé d'antisémitisme, ou alors on va prêter le flanc aux pires théories du complot. Et le propos, enfin notre projet à nous, c'était d'échanger là-dessus avec l'expérience de Serge. Et avec aussi mes petites lectures, mes connaissances historiques, pour dire ce qui va bien. Très important. Ce qui va bien et pourquoi, en fait, on pourrait même faire en sorte que plus de rencontres aient lieu, que plus de projets aient lieu entre Arméniens et Juifs dans le cadre de la République française, vu la situation actuelle, le désordre actuel et la crispation identitaire actuelle. Il y a beaucoup de choses qui doivent être entreprises de concert, mais aussi de parler de ce qui va moins bien, c'est-à-dire le souvenir malheureux de l'adoption de la loi 1998, où il y a eu pas mal de levées de boucliers de la part de certains intellectuels juifs au nom de l'unité de la Shoah, et aussi parler, à mon sens, des stigmates et de la blessure que beaucoup d'Arméniens ressentent vis-à-vis du génocide, c'est-à-dire que une grande partie des responsables djihadistes étaient en fait issus de la minorité d'Onmé, qui étaient des convertis, des juifs convertis. Attention, on fait pas d'amalgame, mais beaucoup de gens prétendent que forcément il y avait un complot, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est couper l'herbe sous le pied de ces gens-là, pour que les gens qui vont lire ce livre-là, on s'adresse pas que à des Arméniens, évidemment, on s'adresse à un public très hétéroclite, et connaissance, parce qu'ils ne savent pas. Ils ignorent cette histoire. Beaucoup ne savent pas que la présence juive en Arménie date de l'époque de Diklan Metz, Diklan le Grand, donc avant Jésus-Christ, et que tout à l'heure on parlait de traduction et des livres, dans le livre de Rafi, donc le Samuel, quand il y a ces grands départs de la région du Vaspuragan, etc., vers l'Iran, et bien sur ce chemin de l'exil, il y a tous les Arméniens qui partent, et Rafi, il parle de la communauté juive qui aussi est exilée avec les Arméniens, mais qui ont gardé en Arménie leur spécificité religieuse et culturelle, donc il y avait une sorte de liberté pour les Juifs déjà à l'époque. Évidemment, on est en train de parler d'un roman et non pas d'un livre d'histoire. C'est un roman historique. Donc, il y a une relation très ancienne, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que les Juifs en Arménie, c'est une communauté qui vivent d'une manière très apaisée, très épanouie, etc. Mais le problème, c'est que... J'ai trouvé un cimetière du XIIIe siècle l'été dernier en tournant, qui est aujourd'hui mis en valeur du XIIIe siècle. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les pierres tombales sont taillées par des tailleurs de pierre arméniens, mais écrits en hébreu. Et donc ça veut dire que les deux communautés communiquaient vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on sait à peu près quand ils sont arrivés, combien ils étaient, combien de temps ils ont vécu, mais on ne sait pas pourquoi ils sont partis. Mais en fait, peut-être que l'histoire dira qu'ils se sont tout simplement assimilés et qui sont devenus arméniens en fait. C'est pour ça que pour rigoler, il faut un peu alléger cette thématique qui est sérieuse. Mais moi, je dis à mes amis juifs avec qui je travaille souvent, les Arméniens sont des proto-juifs. On était juifs avant vous. En fait, c'est pour poser. D'ailleurs, si je me trompe pas, il y a des chercheurs en Israël, à l'université de Tel Aviv, qui travaillent sur l'Arménie et parmi les tribus perdues. Voilà, les tribus perdues, etc. Donc il y a des théories. Non, mais on sait que toutes ces questions sont sensibles et tout ça. Mais il y a une question très importante quand même, c'est que
le positionnement d'Israël sur la question du génocide arménien, aujourd'hui son alliance avec l'Azerbaïdjan, etc., ça pose un problème. C'est inaudible. Oui, mais ça c'est de la réelle politique des États. C'est pas les gens. Aznavour est allé voir le président récemment. Ça l'a pas grandi ce qu'il a dit. Oui, mais c'est pas une question de grandir ou pas grandir, c'est une question de dire. Si c'est une icône, pourquoi il va pas dire? C'est pas la question. La question c'est de dire les choses, de formuler. Il y a peu de gens qui sont capables d'aller voir un président de la République, même s'il n'a aucun poids en Israël, le président d'Israël, mais quand même de le dire publiquement. Pourquoi vous ne reconnaissez pas le génocide des Arméniens? Les massacres. Attention, il a pas dit génocide. C'est pas grave. Je veux dire, l'intention c'était de parler du génocide. Donc la question est assez complexe. Mais quand même, l'autre question, c'est-à-dire, puisque en France, on sent qu'il y a un rapprochement entre les deux communautés, entre le CCF et le CRIF, il y a des ponts qui se créent, etc. C'est ce qu'on dit dans le livre. Et il y a entre des intellectuels, etc. Donc c'est un mouvement qui est palpable aujourd'hui, mais une très grande partie des Juifs, il y a un silence. Il y a un silence dans la communauté juive par rapport à la question très déterminante de la reconnaissance par Israël. Ça peut être symbolique, ça peut être politique, on peut l'interpréter comme on veut, mais ça touche les Arméniens au plus profond de leur... Oui, parce que les Arméniens ont besoin de reconnaissance. Globalement. D'abord parce que c'est une diaspora pas si ancienne, comparativement aux Juifs, évidemment. Deuxièmement, parce que le génocide des Arméniens est reconnu publiquement par l'Assemblée nationale en France, mais la pénalisation de sa négation n'est pas de fait. Donc ça, c'est un problème, que la loi Guesso ne puisse pas protéger la reconnaissance d'une loi. C'est un vrai problème. C'est presque inconcevable si on regarde ça de près, au nom de la liberté d'expression et tout ça, alors que tous ces arguments n'existent pas par ailleurs. Donc, il y a ça. Et en effet, la position d'Israël, qui est une réelle politique absolue et sans aucune émotion vis-à-vis de ce qui se passe au Moyen-Orient, en général, et en Arménie aussi, c'est d'être du côté de la Turquie et d'être du côté de l'Azerbaïdjan. Parce que leur commerce, c'est ça. Et ça s'arrête là. Et qu'ils ne reconnaîtront pas le génocide des Arméniens comme tel pour ne pas froisser les uns et les autres. Mais là, on parle pas forcément d'Israël, on parle, par exemple, prenons que la France, la communauté arménienne, la communauté juive de France, prenons les États-Unis, on voit cette organisation Anti-Defamation League qui a été qui a fraternisé avec le négationnisme turc à l'égard du génocide arménien. Ça pose un problème. D'où le besoin des Arméniens de France, en l'occurrence, d'entendre de plus en plus de Juifs. Reconnaissance. Il faut, pardonnez-moi si je continue, juste pour dire que il y a quand même des Juifs, il faut le dire, comme Bernard-Henri Lévy, comme les Klarsfeld, comme plein d'autres, Frédéric Ancel et d'autres encore, qui soutiennent la cause arménienne et demandent reconnaissance et pénalisation de la négation. Mais voilà, on parle de la majorité des Juifs qui s'expriment pas. C'est ça qui fait aussi un peu mal aux Arméniens de ce silence-là. Eh bien, je vais dire que c'est une vraie diaspora. Ça veut dire qu'il y a des gens très différents chez les Juifs comme il y en a chez les Arméniens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une sensibilité qui va aller dans ce sens et d'autres qui ont peur et qui iront dans l'autre sens. Il y a des nationalistes, très nationalistes. Il y a des sionistes, très très sionistes, et il y a des moyennement sionistes. Il y a des gens qui critiquent Israël à longueur de journée, et ainsi de suite. Et c'est comme les Arméniens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une diaspora extrêmement disparate dans son positionnement. Alors ne nous étonnons pas qu'il y ait des gens qui défendent la cause arménienne et d'autres qui ne le défendront pas. Je pense que notre problème, c'est notre complexe, qu'il faut décomplexer cette relation. Dans le sens que les Juifs, c'est une relation un peu frustration, ignorance. Vous voyez, frustration de la part arménienne par cette absence de reconnaissance. Moi, j'ai en tête une phrase du roman de Valérie Toragnan qui était intéressante quand elle racontait son amie juive, donc la mère a été déportée, j'ai plus une parente déportée. Elle dit voilà, être juif, c'est être arménien, c'est être juif sans la reconnaissance. Et je pense que c'est quelque chose qui envahit, qui est vraiment une sorte de mal-être en fait, qui est un non-dit, qui est profondément ancré dans l'imaginaire collectif. Et le côté juif, c'est une indifférence totale. C'est plutôt une indifférence ou une bienveillance, on va dire relative bienveillance, mais on se pose trop de questions. D'intimes étrangers ou d'étrangers intimes. Oui, qui sont de le côté du miroir, qui sont en mesure de se mettre à notre place, comme nous on peut le faire aussi. Mais encore une fois, cette relation, à mon avis, elle est trop institutionnelle, elle est trop protocolaire.
elle n'est pas encore de l'ordre de l'humain, de l'affect. Oui, mais en même temps, c'est eux qui donnent le ton, comme on dit. Oui, et le malheur, là, je pense, c'est que le fait est dans le mimétisme. Oui, mais c'est un mimétisme. Je pense que c'est assez malheureux de pas être une force de proposition. La communauté arménienne est trop dans le suivisme. Mais ça l'est au niveau individuel. Je répète, à défaut de me répéter. On le souhaite. Il n'y a pas un juif. La communauté arménienne, c'est pas un juif. Oui, on revient sur la fragmentation. Il n'y a pas un modèle. Comme il n'y a pas un modèle d'un arménien. Faut arrêter de rêver. Il y a des gens très très différents et c'est ce qui fait une diaspora et c'est ce qu'il faut dialoguer. Si on a appelé ça diasporalogue, c'est pour dire que les gens doivent absolument se parler pour se comprendre et s'écouter en n'étant toujours pas d'accord forcément. Mais c'est pas très grave de ne pas être d'accord. Ce qui est important, c'est d'apprendre quelque chose de l'autre et de dire pourquoi on n'est pas d'accord. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va quand même parler d'un sujet très important, c'est le rapprochement. C'était pas important ce qu'on vient de dire. Le dialogue arméno-turc. Alors, quel dialogue arméno-turc quel ça s'appelle? Dialogue j'allais dire, est-ce qu'il y a encore un dialogue possible arméno-turc? Pas tellement aujourd'hui. Non, mais le but, c'était revenir sur la trajectoire de Serge, qui était un des, pas le seul, mais un des protagonistes essentiels et précurseurs du rapprochement entre la société civile arménienne, si elle existe, et la société civile turque. Via donc son travail qu'il a fait, on a bu la mémo. Et à partir de là, nous avons Oui, il se trouve qu'en fait, avant Tigran, je suis allé en Turquie pour des raisons presque sentimentales, et aussi parce que je suis cinéaste. Sur les traces. Et que je suis allé avec des films français. Tout à fait. Au départ, je suis allé avec Ligne de vie, je suis allé avec Un beau matin, c'est-à-dire qu'on m'a invité dans des festivals européens en Turquie pour présenter mon travail de cinéaste de films d'animation, qui sont plutôt des sujets universels, si je puis dire. Mais de par ces voyages-là, j'ai réussi à pénétrer, je dirais, en moi-même, l'audace, l'envie, peut-être, entre guillemets, un peu le courage, de clandestinement. Quand même. Oui, de clandestinement. C'est vrai, en 87 quand même. Non, 87. 87. Premier festival dans le village de mon grand-père, c'est 87. On a failli m'arrêter, on a failli prendre les images, j'ai réussi à m'en sortir. Bon, peu importe, il n'y a aucun héroïsme dans tout ça. Il y a eu juste de l'envie, du désir, de justement casser ce tabou, de dire merde, on peut quand même aller là où ont vécu nos grands-parents, et on peut filmer, on peut poser des questions aux gens et de savoir qui vit là aujourd'hui. C'est ça que j'avais. Alors justement, aujourd'hui, pour parler de l'actualité, mais avant de parler de ce putsch et cette tendance un peu, j'allais dire, dictatoriale d'Erdogan, il y avait les alliés, cette société civile, les démocrates turcs. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Je ne parle pas de ceux qui sont en prison, je ne parle pas de ceux qui sont dans la peur, mais avant le putsch, on est arrivé à quel point avec eux pour dire que ce travail de rapprochement des sociétés civiles a donné ses fruits? Mais c'est très désolant à dire. C'est que tout le travail qui a été fait, si tant est qu'il y a eu un vrai travail, il y en a eu un peu, il y a eu des tentatives, des échanges, on le sait. Cengiz Akhtar est venu à cette même radio avec moi. Je rapporte d'ailleurs comment il était. Une anecdote. Je suis content. On parle pas forcément pour dire des bonnes choses, mais on parle d'IPFM à 2-3 reprises. C'est une émission historique, bien sûr. Et on parle du livre qui s'appelle Diaspora. On se tape pas dessus, donc on dialogue, on discute. Non, parce que je pense qu'aujourd'hui Cengiz vit en Grèce, voilà. Ahmed Insel est en exil en Grèce. C'est d'une grande tristesse. Ahmed Insel a écrit un livre avec Michel Marian, ainsi de suite. Il y a eu de vraies tentatives. Ali Bayram-Orlou est venu parler ici, voilà, et d'autres. La question d'Osman Kavala aujourd'hui, dont je parle beaucoup dans le livre, qui est aujourd'hui en prison, c'est plus que de la peine que j'éprouve, parce que c'est un homme que je trouve au-delà du respect qu'on lui doit, c'est un homme délicieux en plus, et qui réellement a fait et continué à faire, à financer des plateformes de société civile, avec l'Arménie d'une part, des jeunes cinéastes pendant les festivals et tout ça, c'est extraordinaire. Il payait une plateforme qui permettait non seulement le débat, mais aussi que les gens physiquement aillent de part et d'autre et faire des films. C'était formidable. Il était même prêt à organiser un concert de Charles Aznavour sur la frontière. Oui, c'est la frontière, c'est moi qui l'ai proposé pour qu'on entende des deux côtés. Bon. Et puis je disais même que je voulais la première station de service d'essence pour gagner. Enfin bref, tout ça, ce sont des anecdotes. Tout ça, c'est dans le livre. Non, la question, c'est que je trouve que là, la ligne rouge est depuis longtemps franchie, mais là encore plus avec l'arrestation d'Osman Kavala, c'est la fin d'un dialogue
qui a été balbutiant, mais qui a quand même existé, qui aujourd'hui est obsolète, total. C'est-à-dire que je ne vois pas comment tous les gens qu'on a cités vont aujourd'hui parler des Arméniens. C'est pas du tout leur priorité aujourd'hui. Leur priorité devrait être de qu'est-ce qui est devenu la Turquie. Comment la Turquie, qui a failli se démocratiser au tout début d'Erdogan, soi-disant, et a franchi le pas, mais totalement inverse, devenu un pays intolérable, quoi. Alors, dans tout ça, il y a une question qui est quand même très importante, parce que nous, on parle de la Turquie, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir comment est perçu l'arménien par les Turcs, les différents types de Turcs, parce que on nous assimile automatiquement au nationalisme. C'est-à-dire, quand on est de arménien de la diaspora surtout, on est forcément nationaliste. Ouais. Qu'en est-il de... Comment... Est-ce qu'ils sont aussi primitifs, tous, ou bien il y a des nuances? C'est pareil, en Turquie, il n'y a pas qu'un seul peuple. Je veux dire, il y a des gens qui aujourd'hui sont encore, heureusement, mais courageusement, en se cachant, en train de faire des mini-manifs, d'appartenir à des ONG, comme la Fondation Hrant Dink et d'autres fondations non gouvernementales qui continuent à prôner la liberté d'expression et la défense des droits de l'homme. Je crains le pire pour eux, pour l'avenir s'ils continuent. C'est ça la grande question, c'est que jusqu'à quand ça va continuer et jusqu'à quand ce petit dictateur devenu grand dictateur de son propre peuple va écraser définitivement toute velléité de l'ouverture au monde, parce que c'est un retour aux religieux. D'une certaine façon, qui est horrible, quoi. Donc, je ne vois pas où un dialogue pourra continuer. Et qui va le faire? Qui osera aujourd'hui? Je prends l'exemple de Betül Tanbay, qui est une femme admirable, académicienne, qui vit à Istanbul, qui est une amie personnelle, qui, depuis que j'ai écrit l'article dans Le Monde, il y a 2 ans, en essayant de dire que qu'est-ce que vous allez faire? Il faut faire quelque chose maintenant. Sinon, on voit bien que le rouleau compresseur d'Erdogan est en train de tout casser au passage. Ils étaient déjà impuissants. Ils ne pouvaient pas se l'avouer. Mais Betül, elle ne quittera pas la Turquie parce qu'elle enseigne et tout ça, alors que tous ses autres camarades qu'elle fréquentait, francophones par ailleurs, sont hors de la Turquie ou ne peuvent plus y mettre les pieds. C'est une tragédie quand même que vivent ces gens, qu'on veuille ou pas, qu'on les aime ou pas. C'est une tragédie qu'ils vivent, parce que eux, ils risquaient leur peau. Et ils l'ont risqué, ils peuvent pas y aller. Hrant l'a payé très cher, on le sait, mais d'autres en restant, et Osman est en train de payer Kavala très très cher, parce que les chefs d'accusation sont terribles. Il est passible de prison à vie, si c'est maintenu. C'est incroyable quand même. Alors que ce type, c'est un philanthrope culturel, noble et un gentleman. Je l'ai fréquenté, on a fait des choses ensemble. Au-delà qu'il ait coproduit Chaîne d'Histoire, au-delà qu'il ait fait les plateformes que je dis pour les jeunes cinéastes, les éditions, les traductions. Il avait un bureau à Diyarbakir. C'est quand même lui qui a été, je dirais, la dynamique de la réflexion de Subgilagos, l'église arménienne de Diyarbakir. C'est quand même des gens comme ça qu'on est en train de foutre en l'air. C'est horrible ce qui se passe. Donc pas de dialogue possible. Pas de dialogue. Pour terminer, donnons le mot de la fin aux plus jeunes. Ah, mais avec plaisir. Surtout qu'il parle bien quand il veut. J'aime beaucoup l'écouter. Il écrit très bien aussi. Bon. Ah bah oui. Trop bon. Je rougis. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que Solis s'adresse surtout aux jeunes, aux plus jeunes, qui ne soient pas complexés, qui n'aient pas peur des sujets ardus, qui se perdent pas en fait dans d'interminables références. Nous, on aime ce qu'on a fait. On a fait avec amour vraiment ce travail. C'est un travail de 2 ans de rencontres, de discussions, d'échanges. Et on veut en fait transmettre cette énergie positive. Voilà, c'est vraiment, je pense, le propos, c'est de susciter le débat partout où il y a et partout où le livre sera présenté, donner le plus possible la parole donc aux lecteurs pour qu'ils puissent poser les bonnes questions et vraiment que nous partions sur de nouvelles bases, car nous sommes vraiment en manque de débat. C'est un constat et c'est une envie. C'est un appel au dialogue que nous partageons. Et je profite pour ne pas forcément prendre la parole. Non, j'ai compris quand même qu'il fallait que je vous donne la parole. Donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Non, c'est juste pour être encore pragmatique comme je le suis. Je ne dis pas que Tigran ne l'est pas. C'est simplement que voilà, le livre sort le 10 novembre. Oui. Il va être dans un certain nombre de librairies. Mais nous, on a un calendrier assez chargé de présentations. Donc, on est le 18 novembre rue de Thouin. Centre culturel arménien catholique. 24. L'après-midi.
vendredi. On est le 23 novembre dans une grande librairie de la rue de Dunkerque qui s'appelle Nord-Est. À 18h30. À 18h30, vendredi 23 novembre. C'est important que les gens qui ont envie d'échanger, même s'ils n'ont pas encore lu le livre, ou alors ils auront peut-être acquis le livre. D'échanger, donc de participer à la discussion. Oui, exactement, c'est ça. Échanger, c'est de venir dans une librairie. Pas seulement vous écouter. Et de nous poser des questions. Ben, bien non, sûr. mais de partager leur vécu aussi. Leur vécu. J'espère qu'on va pas être dictatorial et sectaire, puisque le livre s'appelle Diasporalogue et c'est aux éditions Tadé, courageuse édition de Jean-Jacques Avédition, voilà. En tout cas, partout, on sent ce besoin grandissant de discuter, de se repenser, peut-être individuellement en tant qu'Arménien dans ce monde, en tant qu'Arménien dans cette diaspora, mais en tant que diaspora à travers le monde, pays par pays, ou dans un sens plus global, et ensemble, tous nous, les Arméniens, qu'avons-nous peut-être partager dans nos différences. Le mot du Guénatz qui a été levé, donc qu'avons-nous à donner à ce monde, mais surtout qu'avons-nous à donner à notre Arménie, à nous qui sommes les Arméniens, à nous-mêmes. Donc ce sont plein de questions qui se posent aujourd'hui. Merci pour cette réflexion, merci de l'avoir partagée, et nous continuerons de toute façon ces débats sur ces questions sensibles qui nous touchent tous et toujours sans tabou. Merci Serge Avédikian, merci Dikla Negavian. À la semaine prochaine. Une émission proposée par Hype FM.